Bonjour Raphaël Bouvier. Bonjour. L'atelier de 131 t'accueille du coup avec Charlotte Perrin 2 semaines pour une résidence de création de votre futur spectacle Pour en finir avec l'origine du monde. Du coup, le thème de notre échange aujourd'hui il est centré sur la matière documentaire dans le processus de création. Mais avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le spectacle en quelques mots ? En quelques mots. Oui, alors ça va. Je crois que je vais faire directement un peu l'historique, ce sera peut-être plus facile. Avec Charlotte, il se trouve qu'on est voisines dans un petit village dans l'Hérault, où on est 70 habitants, et on s'est retrouvés confinés ensemble pendant, en 2020, pendant le printemps. On avait déjà commencé à bosser ensemble sur un projet de territoire où on montait un spectacle avec une quinzaine de collégiens en mélangeant leurs paroles avec celles de personnes âgées en EHPAD. Donc on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer sur le terrain du travail, mais jamais comme co-autrice ou comme co-comédienne. Okay. Il se trouve que pendant le confinement, du coup, on a été énormément ensemble, pas tout le temps, et que elle était avec ses 2 enfants, qui avaient à l'époque 6 ans et... Non, pas du tout, 3 ans. Ouais, 3 ans et 7 ans. Et moi, j'étais enceinte de mon premier enfant, et seul enfant. Et du coup, ça a pris énormément de place, cette question des enfants en général, et de pourquoi, et de comment, et de comment on fait pour continuer comment on fait tout ça, quoi, tout en fait, tout, voilà, l'individu avec les enfants, l'individu avec le couple, ou en tout cas le coparent, pourquoi on fait des enfants dans ce monde-là, comment on fait pour être le moins pire parent possible, comment on fait pour continuer à être à peu près content d'être qui on est en étant quand même parent, pourquoi on fait des gamins pour les fourguer à des gens qui s'en occupent à notre place, et d'un seul coup quand il n'y a plus d'école, on se rend compte qu'en fait on n'a pas forcément envie, ou en tout cas on n'est pas prêt, tout ça. Et du coup, comme c'était donc le Covid et que tout était annulé, notamment nos tournées d'été, on n'avait plus de travail. Donc on s'est dit, moi je me posais beaucoup de questions sur tout ça, alors que ça m'avait jamais intéressé jusqu'ici, parce que moi je suis partie de ces gens qui ont toujours dit que faire des enfants avant 40 ans, il fallait vraiment se faire chier dans la vie. Il se trouve que j'avais pas encore 40 ans, mais que du coup je m'étais jamais intéressée à tout ça vraiment, de près ou de loin je dirais, et que d'un seul coup m'a sauté au visage l'énormité de toutes les questions intéressantes que ça soulevait par ailleurs. Et je me suis rendu compte que ça paraît bateau dit comme ça, mais qu'on entend toujours les mêmes choses sur la parentalité, qu'à part les quelques tartes à la crème du plus beau jour de ta vie et de l'amour inconditionnel, en fait j'étais pas au courant de grand chose, et qu'en creusant à peine la couche superficielle, on tombait sur beaucoup de trucs que j'avais jamais entendus. Et Charlotte avait été dans une démarche tout à fait inverse à la mienne, c'est-à-dire qu'elle s'était jamais posé de questions sur ces choses-là. Elle avait fait des enfants sans du tout se demander pourquoi. On en parle dans le spectacle d'ailleurs, mais elle est partie accoucher de son premier en pensant qu'elle avait une gastro, par exemple, parce qu'elle avait mal au ventre. Voilà. Donc c'était vraiment pas du tout les mêmes approches du monde et de la vie. Et du coup on a beaucoup échangé, c'était assez confrontant, parce que du coup Charlotte ne comprenait pas pourquoi notamment j'écoutais des podcasts horribles sur tout ce qui pouvait mal se passer, mais moi j'avais vraiment besoin de me dire ok, en fait tout peut arriver, il n'y a aucune raison que je sois épargnée par les vicissitudes de la vie, et je pourrais très bien avoir un enfant aveugle ou autiste, ou que je me rends couche, que sais-je, tout est possible. Et ça me faisait vachement de bien d'écouter que des gens avaient vécu ça, de voir que c'était possible et que des gens survivaient à ces trucs-là. Et vraiment, moi, je me sentais plus armée de savoir tout ce qui pouvait m'arriver. Les violences obstétricales, tout, voilà. Comme ça, je me disais, ça n'a rien empêché, mais je suis au courant. Voilà. Et Charlotte était horrifiée. Et elle trouvait que je me gâchais un peu ce moment magique de la grossesse. Et j'étais là, mais de quoi tu parles ? Voilà. Du coup, c'était chouette. En vrai, c'était assez intéressant. Et donc, ça, pour revenir au vif du sujet, donc on s'est dit, voilà, puisqu'on est au printemps, que tout est annulé cet été, qu'on a du temps, qu'on est chez nous et qu'on parle que de ça, faisons un spectacle. Donc on a lancé un appel à témoignages sur Internet, qui n'était pas genré, qui s'adressait à tout le monde, parents ou pas parents d'ailleurs. En gros, les questions qu'on posait à ce moment-là, c'était surtout qu'est-ce qui vous a semblé le plus choquant, ou le plus violent, ou le plus dégoûtant dans la parentalité, donc avant, pendant, après, grossesse, accouchement, tout, dont vous n'étiez pas au courant. Parce que c'est ça, en fait, moi qui m'intéressait, c'était ce qu'on ne dit pas, du coup. Et il se trouve qu'on a eu énormément de témoignages, à 98%, je dirais, des femmes, qui avaient des trucs très très clairs à déposer, de colère, plutôt de colère, globalement, qui étaient beaucoup liés quand même à la grossesse, à l'accouchement et au premier temps, on va dire, de la vie de l'enfant. À cette époque-là, il me semble qu'on disait juste aux gens qui voulaient témoigner de nous envoyer un audio, même enregistré sur leur téléphone, ou un texte, ou quel qu'ils voulaient. Mais après, on s'est mis à faire des entretiens.
où du coup, j'écrivais en direct à la main ce que les gens me disaient. Et ça me permet d'arrêter à des moments, de dire attends, pause, je vais un peu plus loin là-dessus. À cette époque-là, on faisait pas ça. Mais on avait quand même des échanges des fois avec les gens. On a aussi eu des discussions téléphoniques qu'on a enregistrées et qu'on a restituées, notamment ma belle-mère a toujours dit que ses plus beaux orgasmes étaient ses accouchements. Ce qui m'intéressait vachement. Du coup, on a eu une discussion téléphonique que j'ai enregistrée, et du coup, dans le spectacle, je faisais ma partie et il y avait ces réponses qui, du coup, étaient enregistrées. Enfin, on a un peu joué aussi avec les modes de retransmission de ces témoignages qu'on a eus. On avait aussi des archives perso à nous, qu'on a utilisées, soit qui avaient été faites pendant le confinement, soit qu'on avait d'avant, de nos téléphones d'enregistrement. Voilà. Enfin, on s'est un peu autorisé toutes les formes. Dont des fois des témoignages de personnes qu'on a demandé à des comédiennes de réenregistrer parce qu'ils étaient sur Mécrite, dont des témoignages bruts, du coup avec une qualité un peu pourrie, mais nous qu'on assumait en tant que tel, de petites pastilles audio qu'on diffusait. Voilà, c'était assez divers. Et dans le premier appel, donc tu le disais, 98% sont des femmes qui ont répondu. Est-ce que vous y attendiez? Sur le coup, ça m'a un peu surpris. Enfin, surpris, disons, on s'est juste dit ah ouais, dis donc, elles sont en colère les filles. C'est plus ça qu'on s'est dit. Parce que... Ah oui, vous n'êtes pas dit, finalement, c'est plus les femmes qui répondent et c'était surtout la colère qui était surprenante. C'est vraiment qu'elles étaient vénères, quoi. Et on a beaucoup eu de meufs qui nous ont témoigné des trucs en disant la maternité rend féministe. Et les injonctions faites à ton corps quand t'es enceinte et quand tu accouches te rendent féministe, c'est te mettre en colère. Et après, bon, là, du coup, on s'est aussi servi d'un documentaire d'Ovidie, tu enfanteras dans la douleur, où du coup, c'est méga trash. Enfin, c'est vraiment de. Enfin, il n'y a pas que ça qui existe, hein, mais c'est vrai que là, c'est un bon exposé de femmes complètement traumatisées par des actes obstétricaux. Du coup, c'est plus ça qui nous a interpellés, je crois. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ce qui aussi a donné la suite du projet, c'est que nous, on s'était juste dit, on fait ce truc, on le joue, et après, bye. Enfin, moi, j'accouche en octobre, et puis c'est bon, quoi. Ah oui, c'était pas supposé être le spectacle pour lequel vous venez en résidence. Ah non, nous, c'était un truc comme ça de l'été Covid pour rigoler pendant que j'étais enceinte. Moi, je voulais jouer enceinte, en fait, à la base, c'est tout. Je trouvais ça cool de communiquer au niveau hormonal avec mon fœtus, ça s'arrête là, en gros. Du coup, on s'est dit, on fait la tournée, donc on a joué dans des jardins, dans des cafés, chez des gens, enfin vraiment comme ça, c'était très cool. Et en fait, on s'est pris des réactions publiques de fou, quoi. Enfin, en vrai, je m'y attendais pas. On s'est beaucoup pris des gens qui nous ont, des femmes notamment, mais pas que, mais quand même beaucoup, qui nous ont dit merci, qui ont pleuré, qui étaient hyper émus, qu'on parle de tout ça, parce que du coup, on parlait des trucs qui paraissent encore une fois aujourd'hui, et quand on s'y connaît, ça paraît évident, mais qu'on ne connaît pas, bah non, les phobies d'impulsion, moi, je savais pas ce que c'était. Des femmes qui commencent à dire, en fait, qu'elles ont pas aimé leur enfant tout de suite. Voir que peut-être elles l'ont jamais aimé ou qu'elles regrettent d'être pères. Bon, ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu, qui sont pas faciles à articuler. Du coup, on a eu beaucoup de gens qui étaient heureux qu'on dise des choses qui n'étaient pas audibles d'habitude, qui nous ont remerciés. Il y a eu pas mal de gens en colère, notamment des mecs, qui nous ont dit que c'était pas bien, que c'était pas vrai, que ça donnait une image hyper dégradante des hommes et des garçons et des pères, et qu'il y avait plein de pères super investis, et que dadidadada. Ce qu'on dit, bah oui, certainement. Après, on relaye juste une parole qui vaut ce qu'elle vaut, parce que de toute façon, on n'a jamais prétendu être exhaustive. Oui, c'est ça, c'est une démarche qui est assez empirique de base. Et puis, de toute façon, c'est hyper biaisé. Notre méthode de collectage, elle est pourrie en termes scientifiques. On n'a pas la témoignage via Facebook, c'est nos potes, tu vois, et c'est les potes de nos potes. Donc, je veux dire, on n'a jamais prétendu faire des miracles. Et même après, on a fait des gestes pour aller vers quelque chose de plus large. On allait bosser dans des lycées agricoles pour récolter des témoignages, mais ça reste complètement insuffisant. Enfin, encore une fois, en termes de démarche scientifique, c'est pas du tout OK. Mais c'est pas grave. On est allé chercher des trucs spécifiques. Des fois, on s'est dit, bah tiens, il nous manque, je sais pas moi, la parole d'un parent adoptif, il nous manque la parole d'un couple homosexuel, il nous manque, j'en sais rien, enfin des trucs comme ça qu'on allait chercher. Mais encore une fois, en faisant des appels à témoignages autour de nous, même si ça relaye dans différents cercles, ça reste pas si loin de... À un moment donné, c'est posé la question d'aller chercher des paroles ailleurs. On est tombé sur un ethnologue qui bossait en Afrique, je sais plus dans quel pays, et qui nous a dit, trop motivé, moi je fais des entretiens là-bas si vous voulez, vous me relayez vos questions. Et on a commencé, mais en fait on s'est dit c'est impossible. Si on va bosser, je sais plus quel pays c'était, mais au Mozambique, pourquoi on bosse pas aussi au Sénégal, et pourquoi pas en Inde, et pourquoi pas en Italie. Enfin, en fait c'est déjà énorme la France, et c'est déjà impossible d'en faire le tour si on commence à... Il n'y avait aucune raison valable de tendre des ponts avec ailleurs. Donc voilà, on n'a jamais prétendu avoir une démarche effectivement scientifique. On se fait juste un peu reflet de ce qui nous arrivait, quoi. Est-ce que tu dis les réactions de certains hommes étaient un peu virulentes suite à la première présentation? Est-ce que c'est du coup pour cette raison-là que vous avez décidé de faire un deuxième appel pour aussi pouvoir leur tendre une perche quelque part? Ouais, il y avait de ça. Il y avait aussi que... Alors, il y avait carrément de ça, effectivement. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était pas très juste
dans le sens fair play, de donner la parole aux femmes, effectivement, et à leur colère, et de pas entendre le pendant. Et en plus, je veux dire, à ce moment-là, déjà, on voyait bien que c'était évidemment pas si simple. Enfin, évidemment, il n'y a pas les gentils mamans et les méchants papas. Évidemment, c'est un cercle qui est beaucoup plus large. Et ça touche à des questions beaucoup plus périphériques que la parentalité. Et c'est pas, enfin, évidemment, quand t'as un mec qui prend un nourrisson dans ses bras et que toutes les meufs lui tombent dessus en disant « Ah, tu sais pas faire, laisse tomber », il a pas envie de recommencer derrière. Enfin, c'est pas du tout si noir et blanc, on est bien d'accord. Mais du coup, il y a un peu ce truc-là, on se disait, effectivement, ce serait intéressant d'aller voir de ce côté ce qui se passe. Et il y a aussi que, vraiment, moi, en tant qu'autrice de spectacle, j'avais, je pense, jamais eu de réaction publique si forte. Enfin, on a halluciné, en fait. On a halluciné de... Alors, c'était l'été Covid, les gens étaient en manque de spectacle, soit d'échanges, mais quand même, ils étaient super virulents, quoi, dans les deux sens. Enfin, on a eu des soirées où vraiment, c'était pas bonne ambiance, quoi. Ouais. Notamment une soirée où on a joué chez des quadras un peu bobos, ils étaient pas contents. Parce qu'ils trouvaient qu'on donnait pas envie aux gens de faire des enfants, que c'était pas bien de tenir ces discours-là, que c'était pas positif, que franchement, avec leurs enfants, ça allait, et qu'ils trouvaient qu'on était hyper négative et que c'était pas bien. Enfin, ils étaient pas contents, ils nous ont fait la tête après, quoi. Enfin, et en fait, on voyait les gens qui faisaient que parler de ça. On arrêtait de jouer, et les gens, contents ou pas contents, mais ils étaient à leur table, ils mangeaient, et ils parlaient que de ça. Pendant 1 heure, 2 heures. On disait, waouh, il y a quand même un truc. Vous avez touché un puissant, point sensible et un sujet de discussion. Visiblement, oui, c'est là que tu dis, en fait, la parentalité, ça a l'air chiant, tu vois, ça a l'air chiant pour tout le monde, je veux dire. Alors qu'en fait, tout le monde a envie d'en parler. Que t'as des enfants ou pas, en fait. Dès que tu ouvres un peu les vannes et que tu sens que tu as un espace de parole pour dire ce que tu penses vraiment, ou ce que tu veux vraiment, en fait, t'as plein de trucs à dire, ne serait-ce que toi, en tant qu'enfant. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, ok, en fait, si on en fait 2, on en fait 3. Si on fait la parole des hommes, derrière, il faut aussi qu'on fasse la parole des engendrés. On appelait ça les engendrés parce que les enfants, on voulait pas entendre que les mineurs, sachant qu'on a interrogé des gens qui avaient tous les âges. Que tu connaisses tes géniteurs ou pas, que tu connaisses tes parents ou pas, mais effectivement, quel rapport tu as eu à la parentalité, aux gens qui t'ont éduqué, à la transmission, parce que du coup, ces questions-là, elles sont vachement larges. Enfin, de toute façon, tu as forcément un regard là-dessus. C'est pour ça qu'aussi, c'est un sujet qui intéresse en vrai forcément tout le monde. Et comment vous avez procédé? Pareil, appel à témoignages sur Facebook ou... Non, après, du coup, quand on s'est mis à jouer, après, on disait à la fin des spectacles qu'on cherchait des paroles, nanana, donc forcément, ça tapait plus large. On a une newsletter aussi avec le Muerto Coco, donc on le mettait quasiment à chaque fois. On avait une adresse mail dédiée. Oui, petit à petit, ça a essaimé, quoi. Et puis, en fait, aussi, du coup, on s'est dit, voilà. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée du siècle qui était l'idée piège. Mais c'était bien, maintenant on y va. C'était de se dire, génial, quel beau protocole de création nous avons. On va faire 3 spectacles éphémères. Vu que le premier spectacle, on s'était dit, vu qu'il était construit autour de mon corps enceinte, c'était sûr qu'il s'arrêterait quand j'accoucherais. C'était une certitude. Ça, c'était sûr, parce que c'était vraiment construit autour de ça. Donc, on n'avait pas à mettre une prothèse, enfin, c'était pas possible. Donc, on savait qu'on ne jouerait qu'un été. On s'est dit, bingo, on fait les autres pareil. On le crée vite, donc en 10 jours. Comme ça, quand c'est imparfait, ce qui est le cas, on dit, non, mais c'est normal, c'est créé en 10 jours, c'est super. Et très, très pratique. Vraiment à recommencer. Tu joues tout l'été 20-30 fois dans des petits lieux. En plus, du coup, t'es pas regardant, tu prends tout, on est autonome, on joue au chapeau, enfin, c'était cool, c'est facile. Tu trouves plein de dates, tu joues dans plein de contextes, t'as plein d'échanges, c'est super. Tu diffuses pour l'épisode 2 le livret de l'épisode 1, donc les gens qui sont intéressés repartent avec leur petite matière documentaire, enfin, trop bien. Et une fois qu'on a fait nos 3 spectacles éphémères, qu'on a engrangé des milliards de données, d'échanger avec les gens, et qu'on y voit vachement clair sur le sujet, et qu'on est hyper spécialiste, et on jette tout à la poubelle, et on fait la forme finale, qui, elle, sera pérenne, qui, elle, sera faite en 50 jours de création et non pas en 10. Et du coup, on s'est un peu dit, pendant ces 4 ans de création, du coup, sur ces 3 volets éphémères, on verra. Et c'était un peu le jeu, de se dire, on ne réfléchit pas avant à la forme finale, on fait les 3, et à la fin, ça nous apparaîtra. Bon, c'était la merde. C'était compliqué. Parce que du coup, une fois qu'on a fini ça, en fait, ce qui nous a paru... un truc qu'on nous a beaucoup dit, en fait. En fait, on a un peu marché aussi à ce qui nous arrivait. Et un truc qu'on nous a beaucoup dit pendant ces 3 ans, c'est... et vous ? Et vous ? Et vous ? Mais en fait, et nous, on est déjà là. Enfin, quelque part, on fait un montage. Donc, notre parole, elle est déjà là. Et puis, on se contentait pas de faire un puzzle. On avait quand même du lien entre les choses. Il y avait forcément un espèce de squelette de matière que nous, on écrivait. C'était pas que des témoignages collés bêtement les uns aux autres. Donc nous, on trouvait qu'on était déjà partout. Que vous aviez votre place dans la création. Oui, et puis la parole des hommes, typiquement, ça a été un casse-tête énorme à agencer, parce que justement, on voulait faire un truc qui soit malin, qui soit pas... le but, c'était de fustiger personne. Le but, c'était pas non plus de décourager. Bon, ça, c'est quand même raté, mais... on a quand même eu des séances sur la parole des hommes où il y avait toutes les meufs devant, tous les mecs véridiques, tous les mecs au bistrot en train de jouer au baby-foot.
parce que ça parlait de parentalité, et toutes les meufs qui me disent ça serait super qu'ils voient ça quand même. Et à la fin on voit des pastis avec les mecs, ils sont là, alors c'était cool le spectacle, oui, voilà, bon, pas raté. Mais du coup on a essayé de faire un truc malin, quoi. Donc ça, on s'est bien pris la tête, donc forcément on a mis de nous pour essayer justement de... Mais je pense que évidemment, ce que le public voulait dire, c'était et votre parole intime. Ouais, voilà, mais du coup tu dis, mais en fait nous on fait du théâtre documentaire sur ce projet-là. Nous, on n'est pas plus intéressante ni moins. Et des fois, il y avait des textes à nous pour les engendrer, on s'est auto-interviewé. Il y avait des témoignages à nous qui étaient au milieu de ceux des autres, mais ça se voyait pas. Et comme justement, un des gros travaux qu'on fait avec Charlotte, que soit sur Évolution Intime, le projet de territoire dont je parlais tout à l'heure, soit sur ça, un des gros... Enfin, notre enjeu théâtral, c'était de restituer des paroles qui ne sont pas les nôtres, en les portant comme si c'était les nôtres, et en ne les réécrivant pas, et en étant au plus proche de... la sincérité du discours, quoi. Enfin, et qui est typiquement qu'on bosse avec des jeunes, c'est hyper intéressant parce que c'est pas un truc très spectaculaire de prime abord, mais en termes d'actorat, c'est hyper riche. Donc les gens pensaient toujours que c'était nous. En fait, quand on parlait, ils savaient pas ce qui était nous ou pas. Mais du coup, ça nous a quand même trotté, puis parce qu'à force, ça nous saoulait en fait qu'on nous disait vous et vous et vous. Puis ça nous a paru assez clairement, effectivement, qu'on voulait pas faire un melting pot, en tout cas d'un, deux, trois, et que là, bah oui, ce qui manquait, c'était ça. Et que c'était un peu le jeu, en fait, de dire. On a passé 4 ans à manger plein de nourriture. Qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans ? On en est où ? Mais alors, justement, parce que vous décidez... À quel moment vous décidez de dire tout ce qu'on a fait, ces 3 spectacles éphémères, on fait table rase ? Au début. Au tout début. Ouais, en fait, quand on s'est dit vraiment ces épisodes éphémères ne pourront jamais rejouer. C'était dur, on a fait faire marche arrière l'année dernière encore, de dire on annule tout, finalement on reprend les 1, 2, 3, et pendant les 50 jours on les réécrit pour qu'ils soient bien. Okay. Et on joue les 1, 2, 3. Et vraiment, on a failli faire ça jusqu'au premier coup de fil et au premier coproducteur que j'ai appelé qui m'a dit non, mais trop pas. Enfin, faites ce que vous voulez, mais je vous programmerai pas chez moi. Du coup, on a reviré, on a eu peur en fait. Mais c'était hyper flippant parce que t'as 3 spectacles que t'aimes qui sont bien, auxquels il faut renoncer, c'est hyper difficile. Les témoignages, moi, je les trouve magnifiques. Je vois les livrer sur la table et ils sont super. Enfin, tu te dis, du coup, c'est trop con, ils seront plus jamais donnés à entendre sur une scène alors que c'est hyper riche. Bon, mais c'était le jeu. C'était le jeu de se dire on fait une tabula rasa et on voit ce qui se passe. Et alors justement, qu'est-ce qui reste de cette matière-là pour le passage vers la théâtralité de cette nouvelle création ? Techniquement dans le spectacle ? À plein de niveaux, oui, techniquement, artistiquement. Au début de l'année, là, au début de la création, on a été vraiment en difficulté profonde, dirais-je, en détresse peut-être même. Pour de vrai, j'avais rarement été dans cet état-là de vraiment, je ne me sentais pressée comme un citron, quoi. J'avais plus de jus, je savais plus quoi dire, je savais plus. Et en fait, c'est marrant parce que Charlotte, qui était l'huître à la base et moi la fouine, moi au bout de 4 ans, j'avais l'impression d'avoir moins de réponses qu'au début et de moins avoir envie de poser des questions. En fait, mon résultat, c'était un peu de dire ok, en fait, on n'en sait rien, de toute façon, on va faire de la merde, et de toute façon, c'est pas grave, on sait élever des enfants et ils survivent depuis la nuit des temps. Donc tout va bien, en fait, on se calme, il faut juste pas les tuer, pas les frapper, et après, en fait, le reste, chacun fait comme il peut, et ça va très bien. Et Charlotte, au contraire, elle s'était mise aux questions et au goût des questions, et du coup, on avait un peu switché nos rôles. Mais moi, ouais, j'étais sur un truc où de vraiment me dire, je sais plus quoi dire de tout ça, quoi. 4 ans plus tard, je ne sais plus quoi en dire. On devrait plutôt aller manger des frites dans le cosmos. Voilà. Du coup, c'est de là que c'est arrivé, cette histoire de cosmos. Non, Et du coup, là vous avez commencé à travailler cette théâtralité, les textes et le... Ouais, on a même plus que commencé, parce que du coup, là, il nous reste les 15 jours de création ici. Et après, pour vraiment finir d'écrire le spectacle, on a a priori la matière textuelle, mais de l'écrire scéniquement en tout cas, et de l'agencer. Et donc c'est que des textes à nous. Ce qu'on a gardé comme trace de nos matières des 1, 2, 3, c'est on est en train de créer une bande-son qui accompagnera l'entrée du public, l'installation du public, qui s'arrêtera, enfin qui est conçue pour s'arrêter quand le spectacle commence, mais qui est une bande-son diffusée à volume normal, j'allais dire, pour que les gens vraiment, c'est pas un truc d'ascenseur, quoi, c'est un truc vraiment fait pour être entendu. Pour être écouté. Ouais, quand tu arrives, donc tu peux écouter ou pas écouter. Toutes ces traces audio que vous avez... Ouais, l'idée c'est ça, ouais. Okay. Et on a aussi écrit un texte qu'on a appelé Kaléidoscope, qui retrace un peu tous les trucs que j'ai écrit moi, mais tous les trucs qui m'ont marqué depuis 4 ans, toutes les espèces de grandes figures de tous les gens qui m'ont dit des phrases chocs, qui m'ont marqué, les souvenirs que j'ai d'images qui m'ont... Voilà. Et donc ce texte au début, on le pensait dans le spectacle, et en fait plus on avance, plus on trouve qu'il a pas sa place. Donc on est en train d'essayer d'imaginer cette piste-là de 15 minutes qui est un peu une espèce de musée de nos épisodes en 2-3, quoi, audio.
Et du coup, tu parles de ce kaléidoscope, là, ce journal intime en fait que tu as écrit pendant ces 4 années. Enfin, je sais pas si c'est trop un journal intime. C'est pas un journal. Mais... On avait écrit un journal intime au tout début, qu'on a jarté assez vite, qui retraçait un peu l'historique de notre création. Parce qu'en fait, on s'est quand même dit, ces 4 ans de création, là, cette histoire de 4 ans, elle fait partie du contenu dramaturgique du spectacle. C'est obligé. Parce que de toute façon, c'est. Et puis, c'est pas que nos études. Enfin, nos études sur le sujet, c'est aussi notre relation. À nous, à Charlotte et à moi, sachant qu'on est effectivement voisines, amies, que ça a été la première personne à qui j'ai annoncé ma grossesse, que mon compagnon est le parrain de son fils, que nos enfants sont très amis, et que on a changé aussi nous dans nos rôles de tout, enfin de femmes, de compagnes, de parentes, de tout. Donc c'est aussi cette durée des 4 ans, elle n'est pas anecdotique, quoi. Ouais, comme tu dis, ça vous a changé aussi vous par rapport au sujet, du coup. Ben, c'est dur de le dire, parce que du coup, on sait pas ce que ça aurait été sans. Mais disons que la vie, notre vie perso, frottait à plein de moments avec notre vie de travail. Fatalement. Donc, oui, ça a dû avoir... C'est dur de démêler ce qui est de l'incidence ou pas, mais... Et en tant qu'autrice, justement, parce que c'est une vraie expérience que vous avez immersive, que vous avez vécue en tant qu'autrice, c'est-à-dire 3 ans, on peut pousser jusqu'à 4 ans de votre vie sur ce même sujet, sur ce même thème, à la fois sur ce que vous avez vécu intimement, mais aussi avec toutes les paroles récoltées. Ça fait beaucoup, beaucoup de paroles qui gravitent autour de vous. Comment ça vous a transformé en tant qu'autrice aussi ? Alors ça, c'est une bonne question. On n'a pas le même rapport à l'écriture non plus. Moi, j'écris depuis que je suis petite, j'avais beaucoup écrit. J'avais déjà écrit pour les spectacles aussi, donc... Je sais pas trop dire pour moi. Je sais pas trop répondre à ça. Un peu ce truc, moi j'ai toujours bien aimé les spectacles ou les livres, je sais pas si tu vois, ou des fois j'ai l'impression que quand tu vois un spectacle ou quand tu lis un livre, des fois ça te fait cet effet-là, de dire c'est pas juste une fiction inventée, ça vient de loin. Je sais pas si ça te fait ce truc-là. Oui, je vois. Je trouve que ça se sent, tu sais pas trop pourquoi, et après quand tu fouilles, tu dis ah ok, effectivement, c'est un truc, je sais pas, il y a un bout de sa vraie histoire dedans, ou j'en sais rien. Oui, y a on est entre l'autofiction, parfois c'est vraiment assumé, mais parfois il y a... Ou des fois c'est des détails, mais tu sens qu'il y a une espèce de truc en sous-couche, tu vois. Ça m'a un peu fait cet effet, moi, sur l'écriture là de l'épisode final, où il y a des fois des espèces de trucs qui jaillissent un peu. Ça veut pas dire qu'ils sont bons, mais en tout cas qui jaillissent un peu, où tu te dis que c'était en macération... Je disais tout à l'heure en rigolant que je dormais plus, mais c'est vrai, je fais beaucoup d'insomnie et la nuit je me réveille et je pense à des trucs. C'est un espèce de truc d'inconscient qui mature un peu, je pense, depuis 4 ans et qui fait que tu recraches des choses. Encore une fois, ça veut pas dire que la forme est satisfaisante, mais en tout cas, il y a une espèce de travail de fond, quoi, je trouve, qui se passe à l'intérieur. C'est difficile à dire, mais est-ce que, par exemple, pour la suite, le prochain spectacle, plus tard, qui sera un tout autre sujet, est-ce que ça aura changé aussi ton rapport à l'écriture ? Ben, le seul truc que je peux dire, c'est que là, pour la prochaine création du Muerto, du coup, on a plutôt envie de partir du... Parce que là, en fait, pour le dire très vite, De l'origine du monde, c'est le dernier volet de notre cycle des écritures de l'intime. On est 3 porteurs de projet au Muerto Coco, Roman, Maxime et moi. Roman a fait un premier spectacle sur son parcours de musicien, qui a un parcours qui commence en biographie et qui part un peu en fiction, enfin qui part carrément en fiction à la fin, mais bien reprenons, qui est quand même écrit à partir de son histoire de musicien et d'apprenant de la musique. Maxime a fait un travail sur la virilité, à partir aussi de son expérience à lui et d'entretiens pareil qu'il a mené. Et donc nous, autour de la parentalité. Et donc tous les 3, on est partis de l'intime pour en faire quelque chose, on espère, d'universel, on va dire. Et là, pour la prochaine création, où on sera de nouveau tous les 3 réunis, on a plutôt envie de partir d'une approche plus systémique. De partir vachement peut-être de travaux de sociologie ou de psychologie sociale pour aller faire le contraire un peu, partir plus du systémique pour aller vers l'intime que de l'intime vers le systémique. Et justement, c'était une de mes questions tout à l'heure. Parce que sur la parentalité, il y a énormément d'ouvrages. Est-ce que vous vous êtes aussi inspiré de certains ouvrages ? En tout cas, est-ce que vous êtes nourri de certains ouvrages ? Moi, je continue encore à écouter énormément de trucs sur la parentalité. Ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu de choses. Charlotte, je sais pas si elle en a lu beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu de choses. En fait, c'est marrant parce que c'était loin de notre sujet, bizarrement. En fait, je me rends compte que c'est comme s'il y a des trucs théoriques. Après, ça nous a nourri aussi parce que du coup, il y a plein de trucs théoriques dans ce qu'on est en train d'écrire là. Mais c'est comme si la théorie était tellement déconnue. Enfin, on est plus sur l'expérience des individus, en fait, nous, vraiment. Et sur comment tu vis ça, que sur des théories. Après, là où moi, je trouvais ça intéressant, après, en plus, toutes ces questions... Enfin, j'ai mis du temps, moi, à me situer.
en tant que parente aussi, je pense, parce que c'est encore une fois mélangé, sur typiquement les trucs de la parentalité positive. Je sentais que j'étais plutôt hostile à ça, mais sur le côté injonction, à une espèce de truc un peu en plus vendeur, tu vois, enfin hyper culpabilisant et tout. Et du coup, moi j'ai aimé écouter et lire des choses là-dessus pour le débunker en fait un peu plutôt, tu vois. Je crois que c'est plus ça qui m'intéressait. Mais et je continue à le faire en fait, je continue à écouter plein de trucs là-dessus. Et donc ça, oui, effectivement, ça... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tout de suite, tu es obligé d'avoir un avis sur les choses. Tu vois, ce truc de dire, effectivement, comment tu dois communiquer avec tes enfants ou pas, est-ce que tu vas être traumatisé ou pas, quelle est l'importance du parent, quelle est l'importance du monde autour des parents, quelle place tu laisses au monde dans ton éducation, est-ce que... Enfin, la parentalité, c'est un terme qui est tout neuf. En fait, ça fait pas longtemps que ce terme-là, il existe. Jusqu'ici, c'était pas quelque chose qui existait vraiment. On faisait des enfants, on les élevait, point. Enfin... Mais en fait, au long de cette année de création, là, sur le dernier, nous est apparu que la question des croyances était au cœur, en fait, de plein de choses. Parce que justement, le truc de qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu crois savoir, qu'est-ce que tu dis que tu sais, comment tu deviens dangereux quand tu dis que tu sais. Et il y a eu des croyances qui ont évolué chez toi entre le début de... En tout cas, que j'ai pu interroger. Et même, mais c'est marrant parce que pareil, on n'est pas du tout au même endroit avec Charlotte. En fait, on continue à habiter sur deux axes orbitaux séparés, c'est rigolo. Mais je vois que, par exemple, typiquement, Charles, on a eu des engueulades au sujet des trucs transgénérationnels, de l'épigénétique et tout ça. Parce que justement, elle est un peu versée là-dedans, et moi, ça me gave. Moi, je trouve ça hyper dangereux. J'ai pas eu tourné vers l'enfant comme un pont, et que nous, on devrait réparer des trucs. Enfin, je trouve ça hyper nocif, en fait, pour les individus, hyper sclérosant, hyper pressurisant. Enfin, j'ai pas eu tourné vers ça comme ça. C'est une manière de voir les choses qui m'angoisse, en fait, et que je trouve pas juste, et pas pertinente. Et Charlotte était un peu dans ces trucs-là, elle. Du coup, c'est typiquement moi, c'est en m'opposant à elle, on va dire, dans les discussions, que j'ai pu en fait me rendre compte que bah ouais, c'était un truc en fait qui me tenait à cœur. Et en parlant, je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais que c'était dangereux. Je l'avais pas formulé tel quel dans ma tête avant d'avoir cette discussion avec elle sur l'épigénétique. Ce genre de questionnement-là, est-ce que c'est ou vos désaccords, est-ce que ce sont des choses qui peuvent émerger pour la création ? Oui et non, parce qu'il y a des choses, typiquement sur des croyances. En fait, il y a des textes que moi je porte dans le spectacle. Point. C'est mes trucs à moi sur ces histoires de croyances. Et en fait. Voilà, il y a des textes qu'on a écrits à deux et où du coup ça se mélange un peu. Et on a quand même pas mal de textes. On a fait une sortie de résidence chez nous dans l'Hérault il y a 3 semaines. Et du coup, il y avait toutes nos familles qui étaient là et nos voisins qui nous connaissent bien. Et il nous a dit c'est trop intime. Du coup, ça nous a interrogés parce qu'on s'est dit du coup, bah peut-être ça vaut le coup de voir ce qui se passe après. Mais il y a un truc de l'obscène qu'on n'avait pas vu venir qui apparaît, visiblement. Parce qu'on nous a dit ça a gêné par exemple ma mère, ça a gêné le compagnon de Charlotte. Qui a trouvé que c'était trop intime. Justement parce que dans ces moments-là de trop intimité, apparemment. Bon, encore une fois, c'est encore en création, donc on se garde la latence de changer ou pas, mais on dévoile des trucs de nous, dont effectivement des trucs de désaccord qu'on a pu avoir, où ça, effectivement, on cherchait comment en parler pour que ce soit intéressant. Mais c'est sûr qu'avec Charlotte, on n'est pas les mêmes mamans non plus, et que moi, j'ai beaucoup interrogé Charlotte sur la manière dont elle se pose face à ses enfants. Et on n'est pas du tout les mêmes là-dessus, et ça, oui, on en parle effectivement un peu dans le spectacle. Alors après, ça pose la question de la réception, parce que tout à l'heure, tu disais que finalement, les gens, quand vous faisiez vos spectacles éphémères qui étaient la parole des autres, le public pensait que c'était votre parole à vous. Et là, effectivement, c'est encore différent de jouer devant ses proches, parce que eux peuvent dissocier vraiment ce qui est de votre vécu d'un vécu de quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr. Bah, disons que là, en fait, dans le spectacle qu'on est en train d'écrire, il y a 2 matières qui sont vraiment très distinctes. Il y a toute une matière où on a vraiment écrit des scènes, ce qu'on a rarement fait par ailleurs en plus, où c'est vraiment des scènes avec des personnages qui sont pas ratables, enfin, vraiment des persos quoi, dans une espèce de monde vaguement dystopique qui est juste un peu plus loin, où du coup il y a des formations de la parentalité, des permis pour faire des anniversaires avec enfants extérieurs invités, voilà. Comment on pousse un peu plus ces curseurs-là de en fait c'est comme ça qu'on doit éduquer, ou au contraire on n'en sait rien et on le dit officiellement en fait on ne sait pas, tout est ok. Enfin, ça on a poussé vraiment ce curseur-là. Et il y a toute une série de textes qui sont vraiment Charlotte et Raphaël, où c'est vraiment dit Charlotte et Raphaël, où on se présente, où on va raconter des trucs de notre enfance à nous. Donc rien ne dit aux gens que c'est vrai, effectivement. Ah oui. C'est clair. Mais du coup, il y a tout un discours effectivement sur la vulnérabilité, ce truc de pas forcément qu'on est le plus au contrôle, qu'on est le plus intéressant non plus. Du coup, je pense que ça se sent quand même que c'est nous pour de vrai. Oui, surtout si c'est présenté comme ça. Ouais. Et quelle place vous laissez dans le spectacle pour le public qui n'a pas d'enfant ? Bah justement, ça c'est un peu le... Enfin, c'est pour ça que j'ai qu'on l'a pas beaucoup développé thématiquement dans ce spectacle-là, mais en tout cas, l'enjeu de dire qu'on parle aussi aux gens qui n'ont pas d'enfants m'importe. Okay. Nous a importé depuis le début, et pour l'instant, ça s'est bien passé, j'ai l'impression, à ce niveau-là. C'est plus ça. Pour l'instant, je peux plus répondre à la question que tu as posée tout à l'heure sur... j'espère qu'en tout cas, on arrivera à trouver comment faire venir aussi à nous des gens qui n'ont pas d'enfants et qui veulent pas en avoir et qui... C'est pas un spectacle dédié aux parents, quoi, en tout cas.
Merci beaucoup. Ouais, merci du coup pour cette conversation enregistrée à l'atelier 231 dans le centre de ressources. Du coup, si vous souhaitez plus d'informations sur le détachement international du Muerto Coco, je pense que vous avez des informations sur votre site internet. Oui, tout à fait. Il y a tout le processus de création, etc. Il y a les captations vidéo des épisodes 1, 2, 3. On a les livrets des épisodes 1, 2, 3, effectivement. Et les dates à venir. De tournée. La tournée commence mi-mai. Ok. Et du coup, vous pouvez aussi retrouver sur notre base de données de l'atelier 231 des infos sur votre compagnie. Et donc, merci et à bientôt pour un prochain épisode.